Cette année, il y a un film que j'attendais tout particulièrement, et je l'avais d'ailleurs mentionné dans la rétrospective des films de genre français sortis en 2021. Il s'agit du troisième long métrage de Zoran et Ludovic Boukarma, L'année du requin. Après nous avoir fait suivre les aléas d'un apprenti loup-garou l'an dernier avec Teddy, les frères réalisateurs s'attaquent aujourd'hui à un autre mythe des monstres du cinéma. Le requin. L'histoire se déroule à La Pointe, un petit village du sud de la France, en bord de mer, où il ne se passe d'habitude jamais rien d'extraordinaire. C'était sans compter l'arrivée impromptue d'un requin chamboulant la tranquillité supposée du lieu. Après l'identification d'une première victime, dont on ne retrouve qu'un pied arraché, Maja, gendarme maréchal des logis, incarné par Marina Foïs, s'oblige à décaler son passage à la retraite de quelques jours. La chasse aux squales démarre et la tâche semble plus compliquée qu'elle ne paraît pour Maja, qui doit faire face à l'intelligence de la bête et le mépris des locaux qui n'apprécient pas trop qu'on les empêche de poursuivre leur activité balnéaire. Heureusement, elle peut tout de même compter sur le soutien de son mari, Thierry, joué par Kad Merad, et de ses deux collègues, Eugénie et Blaise, incarnés par Christine Gauthier, qui jouait déjà la petite amie de Teddy, et Jean-Pascal Zadi. Ce qui est plaisant avec cette année du requin, c'est qu'elle reste dans la continuité du cinéma des frères Boukarma. Un cinéma à la fois auteur et populaire qui n'hésite pas à chambouler sans non plus trop dépayser le cinéma français. Encore une fois, on retrouve leur patte si particulière de mélanger les prestations de comédiens professionnels et celles d'amateurs. Personnellement, je trouve qu'on se rapproche de l'apothéose de cette pratique. C'est sûrement lié au fait que les têtes d'affiche sont encore plus populaires que dans Teddy. Mais surtout, les réalisateurs maîtrisent la chose au point qu'elle n'en devienne simplement naturelle. C'est incroyable de voir Marina Foïs jouer aux côtés de parfaits inconnus, qui, sans vraiment lui voler la vedette, arrivent à être tout aussi charismatiques et attachants. J'ai eu un petit coup de cœur pour le duo de Ludovic Torrent, qui jouait déjà l'oncle dans Teddy, et Philippe Prévost. J'ai adoré un running gag qui tourne autour de ces deux personnages. Ceux qui auront vu le film savent d'ailleurs de quoi je parle, et perso chez moi, ça passe plutôt bien. Pourtant, même si moi j'ai passé un excellent moment à le regarder, et qu'une fois qu'il sortira en vidéo, je prendrai sûrement le temps de l'analyser davantage, le succès n'est pas trop au rendez-vous pour ce premier film de requin français. Avec moins de 80 000 entrées sur sa première semaine, les chiffres sont certes meilleurs que Teddy, mais bien en dessous de ce qu'on pourrait s'attendre d'une comédie avec Marina Foïs et Kad Merad. Barbac, par exemple, sorti l'année dernière, a fait 126 000 entrées sur sa première semaine. C'est pas un succès de malade, mais c'est ce qu'on pourrait attendre un peu plus d'un film comme L'année du requin. Alors attention, le constat n'est pas non plus alarmant si on compare avec une autre fulgurance de cinéma de genre français sortie cette année, Ogre et ses 16 000 entrées, là on se rapproche davantage d'un échec. Même si les deux films ne sont clairement pas comparables sur leur traitement du genre. Pour Ogre, c'est compliqué, et j'y reviendrai plus tard, sûrement, dans la future rétrospective du genre en 2022. Évidemment, on pourrait aussi impacter la baisse réelle de la fréquentation des salles de cinéma post-Covid. Même si, n'étant pas expert, je ne pourrais rentrer davantage en détail sur le sujet. Néanmoins, je me pose ces questions. Comment ce film peut-il avoir reçu un si faible intérêt ? Et pourquoi avez-vous décidé de ne pas aller le voir? Je me dis tout ça parce que, en traînant un petit peu sur le Twitter ciné et en écoutant certains de mes proches, j'ai observé une réelle réticence à aller voir ce film. J'ai entendu et vu des termes comme comédie potache ou encore on dirait Les Dents de la Mer en français et en moins bien. En ce qui concerne son affiliation au chef-d'œuvre de Spielberg, oui, c'est indéniable. J'irai pas jusqu'à admettre que c'est un remake français du film, ni même une parodie comme on a pu voir sur certaines critiques. Néanmoins, il lui rend hommage sous bien des aspects. Déjà, les deux films impliquent un protagoniste issu des forces de l'ordre qui se retrouve confronté au crime du requin et à l'indignation des locaux face aux fermetures des plages. Certaines scènes, notamment celles qui se déroulent sous l'eau, mais aussi une où l'héroïne se pose tranquillement sur une plage jusqu'à ce que le requin fasse une attaque et provoque une panique générale, nous rappellent bien sûr des moments iconiques du film de 75. À cela, on peut évidemment ajouter la bande originale d'Amaury Chabotti, qui ne manque pas de reprendre quelques sonorités bien connues du score légendaire de John Williams. De plus, on retrouve la triade de personnages qui s'élance à la poursuite du requin dans les deux films. Donc, refuser d'admettre que le film des frères Boukarma rend hommage à l'œuvre de Spielberg, ce serait faire preuve de mauvaise foi. Néanmoins, ce que je peux vous assurer, c'est qu'étant moi-même un grand fan des Dents de la Mer, je ne me suis à aucun moment senti menacé par L'année du requin. Pour moi, le film n'essaye pas de dénaturer ni même de pasticher les Dents de la Mer. À mon sens,
dans le pastiche, on retrouve des aspects critiques. On analyse l'œuvre que l'on parodie pour y retirer les éléments les plus facilement détournables. Sauf qu'ici, c'est pas le cas. Les Dents d'Amère fait office de référence à un film qui essaye de s'ancrer dans un genre qui n'existe pas en France, et qui serait d'ailleurs plutôt improbable. Même si avec les affaires d'animaux aquatiques sauvages que l'on retrouve dans la Seine et les perturbations climatiques, ça finira peut-être par être plus si improbable de voir des requins zoner près du littoral français. Alors pourquoi est-ce qu'on parle nécessairement de parodie ? Pour moi, on n'est absolument pas dedans. Je pense que c'est d'une part parce que le film présente évidemment des aspects qui l'affilient à la comédie. Déjà difficile de passer à côté, puisqu'on y retrouve une actrice et deux acteurs bien identifiés dans la comédie. On a certes pu voir Marina Foïs et même Cadmerade sous d'autres genres et tonalités. Jean-Pascal Zadi, de son côté, ça reste un comédien plutôt orienté humour. Pourtant, aucun des trois n'incarne des personnages de comédie. Bien sûr, ils font des blagues, mais la majorité du film, ils vont principalement se montrer plutôt sérieux, voire même dramatiques. Maja, c'est une héroïne tiraillée entre son envie de bien faire et son besoin de se poser avec son mari dans sa retraite bien méritée. Thierry, c'est un mari bienveillant qui apprécie l'instant présent et qui fera tout pour le bien de son épouse. Et Blaise, c'est un collègue sympa et loyal de Maja. Sérieusement, les blagues de Jean-Pascal Zadi, vous les avez toutes vues dans la bande-annonce. D'ailleurs, cela fait une bonne transition avec ce dont je vais vous parler par la suite. Car en effet, tous ces préjugés sur le film, toutes les craintes que certains d'entre vous peuvent avoir eues à son égard, elles ne viennent pas de nulle part. Et pour cela, je pense que nous connaissons tous l'identité du coupable, la bande-annonce. Donc, une analyse de la bande-annonce s'impose. Bonjour Bernard. Et bonjour Bernard. 38 degrés ce matin à la pointe. Profitons de l'été tant qu'il est encore là pour aller poser nos culs sur la plage. Alors déjà, juste par rapport à cette première partie, on peut se rendre compte d'une chose de manière purement esthétique, c'est qu'on a donc le titre en gras jaune sur fond bleu ciel. Alors certes, ça fait référence à l'été, la plage, le sable, l'océan, le ciel, mais aussi ça fait référence aux affiches qu'on peut retrouver sur une grande majorité des comédies françaises. Mamie au Ruben à midi, c'est Faritas. Génial. Vous êtes con. Oh, attends, à ton âge avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. Alors on a un montage super dynamique avec des accélérations, des images sur une fond de musique un peu fun et rythmé. La première scène, ça montre déjà une blague de Jean-Pascal Zadi, donc plus une remarque un peu comique. Et dans le film, en fait, le personnage fait deux blagues comme ça, et la bande-annonce démarre directement sur la toute première blague du personnage. On a aussi cette petite pause histoire de marquer la réponse de Jean-Pascal Zadi à la fin. Vous êtes con. Oh, attends. Et donc en 20 secondes, on est déjà dans une bande-annonce qui est très marquée comédie. Hein, ça fait pas de doute. Tes collègues, c'est des cons. Vous sentez pas? Je suis pas un expert, mais pour moi ça sent la merde. Vous savez ce que je pense? Les Parisiens. Ils puent, les Parisiens? On a ce premier carton, donc avec écrit une brigade de choc, plus la remarque de Cadmerade, tes collègues c'est que des cons. Selon moi, ce premier carton, c'est censé donner un petit peu la prémisse de l'histoire du film et le ton par lequel on va démarrer. En mentionnant une brigade de choc dès le départ, en fait, on nous annonce que le film va suivre une bande de bras cassés et dans un patelin en bord de mer. C'est une parfaite prémisse d'une bonne grosse comédie des familles. Il pue les Parisiens, voilà, une autre blague du film, donc placée sans contexte à ce moment de la bande-annonce, et en plus marquée par l'arrêt de la musique au moment où la comédienne le dit, comme c'était le cas déjà dans la blague de Jean-Pascal Zadi un peu plus tôt. Allez, grouille-toi, il y a des frites à midi. « 4 mètres. Peut-être 5. Faut fermer les plages, Ruben. Je te laisse une semaine. » Ils ont personne d'autre à la brigade? C'est baignade interdite, là. Oh, papy, t'es bouché ou quoi? Alors le deuxième carton, un gros poisson. Et bim, au bout de 43 secondes de bande-annonce, ça y est, après avoir bien accentué sur l'aspect comédie, on entre enfin dans le vif du sujet, à savoir un film de requin. Et bon, si je devais un peu chipoter sur ce carton, je dirais que tout l'art de comment vendre le film
et dans ce carton-là. On va pas balancer direct un requin, mais plutôt un gros poisson, histoire de faire une toute petite litote et de garder le film dans un esprit assez léger. Et là, on a un doigt de pied dans la parodie. En tout cas, moi j'interprète le choix de cette expression comme une volonté de ne pas non plus prendre la chose totalement au sérieux. Donc dans cette partie de la bande-annonce, on a 10 secondes pour annoncer la menace du film, à savoir le requin. Vous pouvez constater que la menace n'est pas tout à fait présente, puisqu'on ne la voit pas. On a aperçu vite fait un aileron et on a vu un bateau, et un truc qui flotte là pour démarquer les zones maritimes dont je me souviens plus du nom. Bon, certes, on peut pas non plus faire du moins de 12 ans dès la bande-annonce, mais il manque quand même un tout petit peu de choses pour rendre la menace un peu plus tangible. Du moins, moi j'aurais pas eu ce sentiment-là si on n'avait pas passé le tiers de la bande-annonce à me vendre une comédie familiale. J'ai un requin à attraper. Troisième carton, une dernière mission, ça y est, on a enfin un carton qui est pertinent. C'est la dernière mission du personnage, et ça y est, on te montre un tout petit peu de l'histoire du film. Petite frange, c'est là qui pense, c'est là qui pense. Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie c'est l'apanage des Verts. Depuis quand t'es écolo, toi d'abord? Ça fait 25 ans que tu roules le diesel. T'es où, chacal? Il est là, je sens. Revenez-moi, nom de Dieu! Oh bah merci, le génie, hein. Voilà, du coup on a un montage dynamique sur le titre La Kiffance, une des raisons pour lesquelles d'ailleurs beaucoup de gens n'ont pas voulu voir le film. Pourtant il y a des fans de ce titre, il me semble. Pour le coup, moi ce son il est dans le film, donc ça ne me choque pas qu'il soit également dans la bande-annonce, il a sa place. Parce que, si je me souviens bien, on le retrouve au début et à la fin du film. Il a ce petit côté tube de l'été qui fonctionne bien avec le côté film de vacances. Et en plus, le fait qu'il soit présent à la fin et au début du film, ça illustre bien l'évolution du parcours du personnage de Maja. Donc pour moi, il n'y a pas de désintérêt à ce qu'il soit dans la bande-annonce. Par contre, voilà, à ce moment précis, vous avez vu, donc c'est le moment où Jean-Pascal Zadi se fait emporter par le requin. On a toujours ce marquage avec la pause de la musique au moment où ça arrive, un gros son dramatique de transition. À la base, ça marque un élément fort de tension dans les bandes annonces, mais ici, c'est juste pour histoire de rajouter un petit peu au côté goofy du personnage de Jean-Pascal Zadi. Et dans la bande-annonce, donc ça rend ce moment ridicule. Or, pour ceux qui auront vu le film, vous savez que cette scène, elle est justement beaucoup plus grave en tension qu'elle ne paraît dans la bande-annonce. Alors oui, il y a un petit peu d'effet comique sur l'ironie dramatique du fait que nous, en tant que spectateurs, on sait qu'à ce moment-là, il y a un requin qui est là et que ça va mal se passer pour Blaise, sachant qu'en plus, ses collègues ne l'écoutent pas et sont occupés à discuter et ne se rendent pas compte que sur leur radar, il y a un objet non identifié qui se rapproche très dangereusement. Mais le problème, c'est que dans la bande-annonce, c'est clairement marqué de manière totalement ridicule par le fait que la musique s'arrête à ce moment-là et qu'on entend Zadi hurler. Donc voilà. En fait, c'est juste que c'est drôle, en fait. Et c'est peut-être moi qui n'ai pas d'humour. On revient sur un montage dynamique, rythmé par une musique extra-dégétique. En fait, c'est un montage aléatoire de scènes et de plans du film qui n'ont pas de lien du tout les unes avec les autres. On va accentuer l'esprit léger en rajoutant encore des blagues et de l'humour. Et en plus de ça, on va y distiller des images du film qui sont beaucoup plus en tension dans le film et qui ont un petit peu rien à faire là, c'est un peu aléatoire et du coup ça donne un petit côté montage hors sujet et ce truc classique qu'on voit dans toutes les bandes annonces des images. Et en plus on montre également le requin et sur un plan qui du coup le met pas du tout en valeur. Ah, bah voilà, ça, petite scène de fin de bande-annonce avec la deuxième blague de Jean-Pascal Zadi du film. Donc, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu toutes les blagues du film. Par contre, maintenant je vous pose la question qui est la suivante. Est-ce que vous avez vu une bande-annonce d'un film de requin ? Bah non, vous avez vu une bande-annonce d'une grosse comédie familiale avec Kad Merad, Jean-Pascal Zadi et Marina Foïs. Et aussi un gros poisson. Voilà, on est content.
En 1 minute 30 de bande-annonce, vous avez toutes les clés en main pour apprécier une bonne comédie familiale avec vos actrices et acteurs préférés. Mais vous pouvez aussi vous méfier parce que cette bande-annonce est également à l'image de toutes les comédies potaches qu'on essaye de vous vendre chaque mois. Certes, il y a une histoire de gros poissons, mais il n'est pas là, alors qu'est-ce qui change de d'habitude? C'est terrible, mais ayant vu le film parce que vous le savez, je l'attendais, je peux pas vous en vouloir de vous méfier au regard de ça. Je ne sais pas si je vais réussir à vous convaincre par cette vidéo, mais vous devez savoir que la bande-annonce ne représente même pas 1/10 de ce qu'est le film. Ce qui est plutôt étonnant venant d'une bande-annonce moderne. Non pas parce qu'elle ne montre pas d'image du requin ou de la menace qu'il y incarne, mais parce qu'on vous leurre complètement sur les intentions et la tonalité du film. À aucun moment on suit les pérégrinations d'une bande de bras cassés qui vont pêcher un gros poisson pas beau. Certes, il fallait vendre le casting 3 étoiles du film, mais ce n'est pas l'histoire de Jean-Pascal Zadi ni celle de Kad Merad, mais celle de Marina Foïs. Les deux autres font figure de personnages secondaires, absolument pas comic relief, mais comme adjuvants qui vont servir et aider le personnage de Marina Foïs dans sa quête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact qu'une bande-annonce peut avoir sur votre sentiment et votre façon de préjuger un film. De manière générale, on vous donne toutes les clés. On peut vous permettre en maximum 2 minutes de savoir si vous allez aimer ou pas un film. Parfois, on va vous donner un peu trop de clés et vous allez avoir le sentiment d'avoir déjà tout vu, et ça c'est un autre sujet. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire pour toute bande-annonce de vous présenter 3 aspects primordiaux. Le ton, la prémisse, comment vous allez entrer dans le film et découvrir les personnages, et le conflit. Pour moi, et dans le cadre très précis de l'année du requin, le ton est extrêmement important parce que c'est ça qui va permettre d'accorder le spectateur avec son mood du moment. En fonction de comment on se sent, on peut avoir envie de plus de comédie ou plus de drame. Néanmoins, si vous êtes fan de films de genre et que vous allez avoir envie d'aller voir un film d'horreur français avec un requin, vous regardez la bande-annonce de l'année du requin et vous ne vous sentez pas du tout visé par le propos du film. Dans la manière dont le film a été marketé, vous n'êtes absolument pas le public cible. Et voilà pourquoi vous êtes passé à côté de l'année du requin. Je comprends parfaitement pourquoi vous n'avez pas eu la curiosité d'aller voir le nouveau film des frères Boukerma. C'est dommage, mais ça s'explique. Ce que je trouve plus dommage, ce serait ceux parmi vous qui ont vu Teddy, l'ont apprécié, mais se sont méfiés de l'année du requin à cause de la bande-annonce. Personnellement, j'avais vu venir l'entourloupe et surtout j'ai compris pourquoi elle est là. Dans une période comme l'été où l'industrie est extrêmement concurrentielle, où il faut réussir à se frayer un chemin entre les gros blockbusters américains et par-dessus le marché essuyer l'errance des spectateurs qui désertent les salles depuis la période Covid, tu rajoutes la crise financière et écologique et tu as ta petite idée de la difficulté de vendre un film. On l'a déjà mentionné sur cette chaîne, mais ce qui cartonne le plus dans le cinéma français, c'est la comédie. Plus on en fait et plus on fait fructifier le marché avec, ce qui laisse peu d'envie finalement de proposer autre chose. Surtout quand ces autres choses ont une proportion à se casser allègrement la gueule. En France, le spectateur type, c'est les retraités. Et il se trouve que le retraité adore les comédies potaches. Donc d'une certaine manière, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça me paraît assez logique pour un distributeur de tenter de vendre un film un peu plus ambitieux qu'il n'en paraît, comme quelque chose qui pourrait sensiblement rentrer dans le moule et apporter une certaine visibilité. Alors on est d'accord, ça reste mentir sur la marchandise et arnaquer des spectateurs, cependant l'année du requin n'est pas un film d'horreur. À part quelques scènes légèrement graphiques, tout reste assez supportable. Et oui, même si on n'est pas à Lolilolland, l'esprit du film reste relativement léger. Parce que c'est ça le style des frères Boukerma, un cinéma d'auteur avec des références qui sont ancrées dans un paysage pop culture et grand public. Dans le fond, essayer de vendre le film comme une comédie familiale, ça ne me choque pas plus que ça, parce que ça aurait pu être une manière d'amener un autre type de spectateur vers un film juste différent. Franchement, ça n'aurait pas fait de mal à Tata Mireille, qui adore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, d'aller voir l'année du requin. Alors pour cette partie, comme j'ai eu des soucis d'enregistrement du son, vous n'aurez que le son. Vous n'aurez plus mon visage, j'espère que ça ne vous dérange pas, et dans tous les cas, je suis navré. À présent, remontons complètement la bande-annonce pour essayer de vendre l'année du requin, tel qu'il est réellement. Un film de genre avec un style et une vision originale. Une tonalité comique distillée pour apporter un peu de légèreté aux propos et rester dans la comédie rurale qui est le fer d'arme des frères Boukerma. Certes, si vous êtes fan de genre, la bande-annonce peut vous laisser à votre faim. Mais la question que je me pose, c'est si le film avait été vendu pour ce qu'il est, est-ce que vous seriez quand même allé le voir ?
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu au fond de vous cette petite résilience qui vous empêche d'aller voir un film parce qu'il est français? Si on se fie aux chiffres habituels des films de genre français, c'est une réalité. Par contre, quand il s'agit d'être 120 000 pour aller vérifier que Arthur Malédiction c'est bien de la bouse, la résilience, il n'y en a plus du tout. Quelle indignité. Donc ouais, vous êtes clairement passé à côté de quelque chose en n'allant pas voir l'année du requin. Je dis pas que tout le monde va adorer, mais personne ne pourra affirmer qu'il n'y avait pas là une tentative de proposer un cinéma différent de nos codes habituels français. Moi-même, j'ai ressenti des choses en le voyant, qui m'ont clairement galvanisé, et que je n'avais jamais ressenti dans aucun film français. Malgré tout ça, je suis content que les frères Boukarma continuent d'écrire comme ils sont actuellement en train de préparer leur prochain. D'ailleurs, comme le requin avait été teasé dans Teddy, il paraît que la créature de leur prochain film a déjà été mentionnée dans l'année du requin. Sauf qu'au final, Zoran a mentionné que leur prochain film ne serait pas un film de genre. Vont-ils malgré tout continuer de traiter le thème de la monstruosité, mais cette fois dans un univers réaliste? On devrait le savoir dans les prochaines années, si ce n'est les prochains mois. Même si évidemment que cela m'affecte un peu que le duo de réalisateurs décide de s'éloigner du genre, je me dis que leur cinéma est tellement singulier que cela ne peut que découler sur quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, Willy Ier, qui n'en était pas non plus un, était très bien dans son genre. Pour conclure, une chose sur laquelle on sera tous d'accord, c'est que le cinéma, ça coûte cher. Tout le monde n'est pas en moyen de pouvoir s'y rendre autant qu'il le souhaiterait, et ça explique en grande partie pourquoi, en ce qui concerne le cinéma de genre et l'imaginaire, le public aura toujours tendance à préférer faire confiance au cinéma américain en premier, puis à d'autres comme l'Asie, ou même d'autres pays européens, avant de se fier à un film de requin français avec Marina Foïs et Cadmerade. Mais si vous possédez une carte d'abonnement cinéma, pour moi vous n'avez aucune excuse de ne pas être allé voir l'année du requin. Rien que pour la curiosité. Combien de fois dans votre vie vous avez été lancé dans un film avec des a priori pour au final en sortir surpris? Ce sera pas le film du siècle, ni celui qui va propulser le cinéma de genre français, mais ça reste quelque chose que d'une, on n'a jamais vu dans le cinéma français, et deux, qu'on ne verra sûrement plus jamais. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez moyen de tomber sur l'année du requin, laissez-vous tenter et on en reparle avec grand plaisir. Il y a plein d'autres films de genre français qui sont sortis cette année. Les 5 Diables, Les Vacances, Ogre, Jackie Caillou. Encore une année riche dont on fera l'inventaire début 2023. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On se retrouve bientôt et promis, la prochaine fois, vous verrez ma tête. Salut!